La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement, Que d'ici à 2 ans, d'ici la fin de l'année, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. dans les bois ou perdus. C'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Parce que le droit à l'hébergement, c'est une obligation humaine. 11 ans séparent ces deux promesses. Entre-temps, le nombre de personnes sans domicile a doublé. Pourtant, le Français moyen n'a jamais vécu dans autant de mètres carrés, de pièces et de confort. Au cœur de ce paradoxe, il y a une crise du logement. Comment ce pays de bien lotis peut-il produire autant de mal logés ? Avant de continuer, je voudrais vous remercier pour votre soutien suite à la fermeture soudaine de la plateforme Utip et de vos transferts vers KissKissBankBank. Si vous souteniez d'autres créateurs sur Utip, n'hésitez pas à leur demander où reporter vos tips. Après la Seconde Guerre mondiale, la France est un bidonville qui n'a pas de maçon. Pour son redressement économique, l'industrie est considérée comme prioritaire par rapport au logement, comme en témoigne l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Et puis, il y a les autres. Les sans-logis, tous ceux que la misère réduit à dormir dehors, tous ceux pour lesquels vient de s'élever la voix de l'abbé Pierre. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part », nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. » Avec cette prise de conscience, une immigration de travail et une croissance économique importante, les années 60 ont vu une politique du logement ambitieuse. Des millions de logements sortent de terre en quelques années. Le secteur du bâtiment devient un géant. Dans les années 80, les bidonvilles sont en voie de disparition et le logement est abordable. L'automobile rend même la maison individuelle accessible au plus grand nombre. L'accession à la propriété est un rêve qui devient réalité pour la population comme pour les politiques qui, de Mitterrand à Sarkozy, veulent une France de propriétaires. Mais depuis plus de 10 ans, cette France est rattrapée par une crise du logement qui amène en 2019 l'ONU à la déclarer coupable de violation des droits de l'homme dans sa gestion du droit au logement. Il y a en France 4 millions de personnes mal logées et 330 000 SDF. Ce recensement est très difficile à établir, mais plus de 500 personnes seraient mortes par manque de toit en 2021 selon le collectif des morts de la rue. Ces derniers mois, les variations de prix du marché immobilier viennent ajouter une tension supplémentaire à une crise qui est là pour rester. Alors pour comprendre par où prendre ce sujet, j'ai contacté Pierre Madec, économiste à l'OFCE. Alors pourquoi je me suis intéressé à la question du logement? Parce qu'en réalité c'est un sujet un peu essentiel. Alors c'est facile de dire ça pour tous les sujets, mais le fait est que le logement recoupe quand même tout un tas de problématiques. C'est le premier poste de consommation des ménages. Il y a évidemment la question de comment on construit, pour qui on construit, où est-ce qu'on construit. Donc il y a des questions d'aménagement du territoire qui sont aussi très importantes. Il y a évidemment la question des inégalités, les inégalités intergénérationnelles, les inégalités patrimoniales, les inégalités dans l'accès au logement. Ça recoupe tout un tas de problématiques qui sont, à mes yeux, essentielles. Et puis en plus, derrière, pour un économiste, il y a évidemment l'intérêt des politiques publiques. Olivier Klein, qui est le ministre du Logement actuel, annonçait il y a 1 an et quelques que la mission du gouvernement, c'était d'éviter que le logement soit la bombe sociale de demain. Ma mission, celle du gouvernement, est de faire que, je crois, que le logement ne soit pas la bombe sociale de demain. On est dans une période depuis 20-30 ans où les difficultés d'accès au logement sont très nombreuses, notamment pour les jeunes, les mobiles, les ménages les plus modestes. Voilà. Donc ça, c'est un consensus qui est relativement partagé. Généralement, quand on parle de crise du logement, la réponse pour beaucoup, c'est construire. Mais comme la France est déjà le pays de l'OCDE qui a le plus de logements par habitant, alors naturellement, on peut être tenté de penser que le défi, ce n'est pas de construire. Là, aujourd'hui, on nous dit, non, mais peut-être qu'en fait, il y a beaucoup de logements vacants. Ou peut-être qu'en réalité, ça sert à rien de continuer à construire alors qu'il y a beaucoup de vacances. Peut-être qu'en réalité, avec le zéro artificialisation nette, avec les enjeux environnementaux, peut-être qu'il faut pas produire tant que ça. Des millions de ménages qui soient
n'ont pas de logement, soit vivent dans des situations de logement qui sont pas acceptables, des passoires thermiques, qui vivent en situation de suroccupation, qui vivent avec ce qu'on appelle des taux d'effort, donc une part du revenu consacré au logement extrêmement élevée. On peut pas répondre à ces gens-là. En fait, on va arrêter de construire du logement et vous allez vous débrouiller avec le stock existant. Que peut-être on n'a pas construit les bons logements pour les bonnes personnes, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment produit du logement pour les gens qui étaient en difficulté vis-à-vis du logement? Est-ce qu'on a vraiment produit du logement pour les jeunes actifs, pour les mobiles, pour les ménages modestes? C'est pas certain. Est-ce qu'on a produit des résidences principales ou est-ce qu'on a produit aussi un peu des résidences secondaires? Est-ce qu'on n'a pas produit uniquement dans des territoires où on pouvait produire, c'est-à-dire en fait là où il y a de la place, là où c'est pas très cher, mais sans se poser la question de savoir qui va acheter ces logements-là. Alors il ne suffit pas de construire, il faut au minimum construire mieux. Pour ça, il faut chercher à comprendre notre marché du logement, ceux qui y gagnent et ceux qui y perdent. Parce que clairement, les inquiétudes sur le logement ne concernent pas tous les Français. Au contraire, de nombreux sondages montrent que plus de 75% des Français sont relativement satisfaits et vivent dans une habitation qui correspond à leurs besoins. Changer de logement, c'est avoir la capacité de changer de travail, de vivre avec quelqu'un ou de se séparer, d'avoir des enfants, de se rapprocher de sa famille ou de s'en éloigner. C'est aussi une réponse aux pertes d'autonomie ou à un désir de changement de vie. Depuis un certain nombre d'années, depuis le début des années 2000, donc ça fait presque 25 ans maintenant, ce qu'on observe, c'est un ralentissement de la mobilité résidentielle. C'est quoi la mobilité résidentielle? C'est ce que vous décrivez, c'est le fait que les gens, ils bougent. Ils ont un parcours résidentiel, ils vont changer de région, ils vont prendre un appartement plus grand. On a une baisse de cette mobilité résidentielle, donc il y a de moins en moins de logements, que ce soit à la location sur le marché libre, que ce soit à la location dans le parc social, que ce soit sur l'accession à la propriété. Il y a de moins en moins de logements sur le marché. Et donc, de fait, ceux qui veulent bouger, qui ont besoin de bouger, ou ceux qui arrivent, notamment les jeunes, ils ont de plus en plus de difficultés. Et ça crée encore des frictions qui sont extrêmement importantes. Quand les listes d'attente pour un logement social dépassent les 2 ans, que des couples retardent leur séparation par manque de logement ou ne peuvent pas habiter proche de leur emploi, c'est que le parcours résidentiel ne suit pas leur parcours de vie. Le nouvel exemple de ce grippage généralisé, ce sont les étudiants qui ne libèrent plus leur logement à la fin de l'année pour s'assurer d'avoir une place l'année suivante. Les conséquences les plus dramatiques, elles, se trouvent en bout de chaîne avec une augmentation du nombre de loyers impayés et de personnes sans domicile en France. La Fondation L'Abbé Pierre, qui suit de près cette évolution, décrit le marché du logement comme une centrifugeuse, comme un tourniquet de parc pour enfants. Au centre, les bien lotis, souvent propriétaires d'un logement dans une zone attractive, sont bien installés. Ce sont des personnes qui ont acheté il y a 20 ans, avant la hausse des prix, et qui ont pu rembourser leur crédit. Les ménages locataires du privé avec des revenus modestes, eux, sont sur le bord et doivent s'accrocher de toute leur force pour ne pas être éjectés sous la pression. Celles qui tombent du tourniquet viennent alimenter le nombre croissant de personnes expulsées de leur logement. Des personnes qui, en voyant la vitesse du manège défiler devant elles, savent qu'il sera très difficile de réintégrer ce marché. Et ça tourne de plus en plus vite dès que les prix du logement augmentent. En 20 ans, c'est 154% d'augmentation moyenne pour les prix immobiliers contre 18% pour les salaires. Même chose pour les loyers qui ont augmenté surtout là où il y a de l'emploi, c'est-à-dire près des villes. Alors la part du revenu dédié au logement augmente entre 2001 et 2013. Les locataires et ceux qui ont acheté leur logement récemment y consacrent plus de 25% de leur budget. Ces taux d'effort augmentent surtout pour les foyers les plus modestes, qui sont passés de 30 à 40% en 10 ans, alors qu'ils ont été quasiment stables pour les foyers les plus aisés. Les conséquences économiques sont suffisamment fortes pour produire des effets générationnels. Une sociologue écrit que, à lui seul, le coût du logement fait entrer une partie des jeunes dans les catégories populaires. Et tous ces chiffres datent de 2013, de la dernière grande enquête de l'INSEE. Depuis, les prix ont continué d'augmenter et la compétition entre les foyers pour avoir accès au bien logement est d'autant plus violente. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a 1 sur 2 qui recrute en ce moment. Les travaux de Jean-Benoît et Méhoud montrent que les jeunes qui n'ont que la rue à traverser, en général, ils en trouvent du travail. C'est un peu plus difficile pour les personnes qui habitent loin de ces rues à travail. Le chômage des jeunes est très élevé quand ils résident hors des bassins d'emploi. Et c'était exactement la situation de Jonathan, qui habitait alors le Loiret. Une région où visiblement, il ne suffisait pas de traverser la rue. Ce n'est pas la rue qu'il a dû traverser, mais tout le pays, pour trouver du travail. Depuis que j'ai vu Emmanuel Macron, j'ai travaillé pour une agence d'intérim qui se situe à Montargis. J'ai fait cariste pendant 3-4 mois et je suis parti au mois de mai en Bretagne pour faire la saison.
Ce retour en 2017 montre à quel point la valeur de l'immobilier n'était pas vue comme un problème pour les travailleurs. C'est vraiment la pénurie sévère de saisonniers après le Covid qui ont permis de le réaliser. Parce que gagner 4 000 € pour payer 2 000 € de loyer sur une saison de 3 mois montre que quand des jeunes locataires bossent, ce sont des propriétaires qui profitent. Depuis l'appel à traverser la rue, il y a eu une diminution du taux de chômage, même chez les jeunes. La pénurie de main-d'œuvre et la croissance économique en France permettent de faciliter les embauches. Mais la crise du logement, elle reste bien présente. Dans des villes comme Saint-Malo, si on peut trouver du travail, ça ne permet pas forcément de trouver un logement. À chaque coin de rue du centre-ville, beaucoup de logements au volet fermé, inoccupés la majorité de l'année, et des boîtes à clés Airbnb. Saint-Malo attire les touristes, mais décourage ceux qui veulent s'y installer. Actuellement, on a zéro logement à proposer en location. Saint-Malo a tenté de contrer ce phénomène en instaurant des quotas. Elle est l'une des villes françaises où la réglementation est la plus restrictive. Et pourtant, le nombre de logements type Airbnb a été multiplié par 10 en à peine 10 ans, rendant encore plus difficile l'accès au logement à Saint-Malo. Cette évolution depuis 2017 montre que ce soit le logement qui soit la cause du chômage, ou que ce soit l'emploi qui ne permet pas d'être logé, dans les deux cas, il y a une tension entre la valeur travail et la valeur de l'immobilier. L'exemple de Saint-Malo et de ses villes côtières amène nécessairement à la question des logements vides, secondaires ou utilisés pour de l'accueil touristique. Le nombre de logements vacants en France a augmenté depuis 2008 pour arriver à 8%, soit 3 millions de logements. Une partie est vide à cause du manque de boulot à proximité, une autre partie sont des vieux logements qui demandent des travaux importants, et puis enfin il y a tous les logements en cours de transfert, de succession et de toutes ces choses-là. Après tout ça, il reste une centaine de milliers de logements vacants habitables dans les zones proches des bassins d'emploi. Si le gaspillage de logements vacants choque, le problème est reconnu et des actions commencent à être prises comme la taxe sur les logements vacants. Pour l'augmentation du nombre de maisons secondaires et de locations de courte durée, c'est un peu la même chose, les problèmes sont reconnus, surtout au niveau des communes. Parce que de son côté, lui, l'État est plutôt lent sur ces questions. La taxe sur les résidences secondaires, comment les maires peuvent l'actionner? Comment ça se passe? Tous les maires qui peuvent l'actionner, quelle que soit leur couleur politique, l'actionnent. Je suis partisan aussi, nous avions voté un amendement dans ce sens au Sénat, de décorréler la taxe foncière. La taxe foncière, aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'augmenter pour les locations, pour les résidences secondaires si vous ne l'augmentez pas pour les résidences principales. Ce que ce sénateur Les Républicains dit, c'est qu'il veut taxer plus les maisons secondaires, mais que l'État ne le permet pas. Taxer la propriété, pourtant, chez les Républicains, c'est pas vraiment leur programme, mais ça démontre l'ampleur de ce phénomène. Reste que les maisons vacantes, secondaires et l'allocation de courte durée n'expliquent pas la totalité du paradoxe français. Comment peut-on avoir un nombre de mètres carrés aussi élevé par habitant quand autant de personnes ont du mal à se loger? Parce qu'il y a un phénomène qui n'est quasiment jamais évoqué. Ça reviendrait en fait à remettre en question ce qui est vu comme plus que normal pour une majorité de Français. Les parcours résidentiels sont à l'arrêt après le départ des enfants. Beaucoup de parents occupent en fait le même logement quand leurs enfants partent. Et les chambres supplémentaires deviennent des placards géants pendant des décennies. Ça peut paraître anodin, mais ce parcours de vie n'est quasiment jamais remis en question. Pourtant, à lui seul, il produit des millions de logements en sous-occupation. Dans une commune du centre de Nantes, au marché immobilier plutôt tendu comme Rezé, 23% des logements sont en sous-occupation très accentuée. Ça veut dire que 3 pièces ou plus servent au mieux de placards. À l'échelle du département, on arrive facilement à dépasser le demi-million de pièces d'habitation sous-utilisées. Celles et ceux qui paient ce gaspillage, ce sont les plus jeunes, qui doivent s'endetter, habiter plus loin, dans plus petit, renoncer à des emplois ou à avoir des enfants. La difficulté, c'est que nos modes de vie, les contraintes économiques et écologiques évoluent plus rapidement que notre manière d'habiter. Ce manque d'efficacité chronique de nos logements remet en question les politiques qui comptent uniquement sur le construire plus pour nous sortir de cette crise. Pendant très longtemps, on nous a dit, et même d'ailleurs le président de la République, au moment de son premier mandat, a fait sa campagne présidentielle là-dessus, en nous disant ce qu'il faut, c'est le choc d'offre. Ce qu'il faut, c'est produire massivement du logement. On en a beaucoup parlé. Avant lui, François Hollande promettait 500 000 logements par an. Enfin voilà, cette question de l'offre, elle a toujours été un peu centrale et au final, en fait, elle a toujours été quasiment le seul argument politique à opposer à la crise du logement. Ces politiques de construction ont évidemment échoué. Construire pour construire, visiblement, ça produit des pièces vides ou des logements mal adaptés. Et malgré les promesses, depuis 2017, il y a une diminution du nombre de logements construits, notamment parce que les aides à la construction des logements sociaux ont été baissées.
Les aides qui, elles, encouragent la construction de logements privés contre la diminution d'impôts se sont maintenues. Le montant annuel de l'ensemble de ces réductions d'impôts sur le revenu, Périssol, Besson, Borloo, Robien, Cellier, Pinel, Cos de Normandie, n'a cessé de progresser, passant de 606 millions d'euros en 2009 à 2,4 milliards d'euros en 2020. Les évaluations ont tendance à montrer que ces politiques sont inflationnistes. En gros, si on vous donne du prêt à taux zéro, vous allez acheter un peu plus cher que ce que vous auriez acheté sans prêt à taux zéro, ou alors un peu plus grand, mais du coup un peu plus cher. Le Pinel, c'est pareil. Si vous faites une réduction d'impôt de 10% ou 20% sur le prix d'un bien, ça va vous donner les moyens de l'acheter un peu plus cher. Et donc ces politiques d'offres, en plus de coûter très cher, ont un effet inflationniste. Un effet inflationniste donc qui augmente le prix de l'immobilier et n'aide en rien les foyers modestes à mieux se loger. L'autre aspect, c'est que cette complexité fiscale produit généralement deux gagnants. Les intermédiaires, donc tous les conseillers qui aident à comprendre, optimiser et défiscaliser, et puis les personnes qui peuvent se payer leurs services. Les chiffres de l'INSEE qui montrent que 24% des ménages détiennent 68% des logements particuliers ne contredisent pas ça du tout. La concentration du patrimoine immobilier laisse penser que ces milliards sont principalement captés par un petit nombre de personnes. On a un peu marché sur ces deux jambes qui sont, d'un côté, on continue, on a besoin de produire du logement et notamment du logement social, et donc on va continuer à donner de l'argent pour construire du logement, on va continuer à verser des aides à la pierre, mais le gros de la politique du logement, enfin l'autre moitié en gros, c'est la solvabilisation de la demande. L'APL aide les personnes à payer leur logement, une aide importante dans le budget de l'État et qui a des impacts très sensibles pour les bénéficiaires. Mais les montants de l'APL ont été loin de suivre l'augmentation des prix immobiliers. La preuve avec les taux d'effort des foyers modestes qui est passé à 40%. Alors pour s'attaquer au problème des prix immobiliers plus directement, il existe des programmes qui visent à les contrôler. Le dispositif Pinel, par exemple, propose de baisser les impôts pour les gens qui acceptent de louer un logement à loyer modéré. Les encadrements de loyers sont aussi arrivés dans les métropoles pour protéger leurs populations les plus modestes. Mais quand les prix sont fixés, ils ne régulent pas la demande. Alors la tension et la sélection vont se manifester différemment. Les bailleurs vont demander des salaires très élevés, des CDI++, et des garants les plus riches possibles. C'est ce qui explique que 41% des logements loués bénéficient d'un cautionnement par les proches, souvent la famille. L'importance de cette famille, c'est vraiment la tendance qui monte dans le parcours résidentiel des Français. C'est vrai pour la location, mais aussi pour l'achat. Cette étude économique montre à quel point les apports des parents permettent aujourd'hui l'achat immobilier. Quand les parcours résidentiels sont à ce point influencés par le patrimoine des parents, montre encore une fois la même chose. Si le travail ne garantit plus un parcours résidentiel satisfaisant, mais qu'il faut compter sur le patrimoine, ça pose la question de la société de rentier que nous avons déjà abordée dans un épisode sur l'héritage. Et tout ça montre, encore une fois, qu'il y a bien une tension entre la valeur travail et la valeur immobilière. Cette tension omniprésente dans la société française a pour origine la fameuse France des propriétaires. Permettre à chacun d'acheter sa petite maison. Une politique qui, dans l'idée, était une récompense aux travailleurs. Les logements étaient payés par des salaires, beaucoup moins grâce aux dons ou aux héritages familiaux. Mais cette politique n'avait pas anticipé toutes les conséquences d'un boom immobilier. Les taxes aujourd'hui sont basées sur la détention d'un logement. Donc si par exemple j'ai un logement et je l'ai acheté 200 000 et il passe à 1 million, du coup j'ai une taxe foncière qui augmente, ou est-ce que c'est seulement à la réalisation, si je revends mon logement, que je vais avoir des taxes ? Ça va dépendre de la collectivité locale dans laquelle vous avez la chance de résider. Il y a un certain nombre de mairies qui décident de ne pas augmenter les taxes foncières. Et dans ce cas, vous serez tranquille jusqu'à la revente, et vous serez même tranquille au-delà de la revente, parce que si c'est votre résidence principale, votre plus-value ne sera pas taxée. Donc vous pouvez faire comme ça, en effet, ce que vous décrivez, un x5 sur le prix du logement, avec toutes les questions que ça pose quand même, parce que pour que votre logement soit passé de 200 000 à 1 million, bon, vous avez fait un bon investissement quand vous l'avez acheté, mais peut-être que vous avez fait des travaux dedans. Mais il est fort peu probable que les simples travaux que vous ayez réalisés dedans expliquent cette multiplication par 5 du prix. Ce qui explique la multiplication par 5 du prix, c'est un certain nombre de choix de politique publique au niveau local. C'est, j'en sais rien, un réseau de transport qui est venu s'implanter à côté de chez vous. C'est, on a créé des pistes cyclables, on a rendu la ville plus attractive. C'est le fait que le foncier étant plus rare, il est plus cher et donc les prix immobiliers se sont valorisés. Mais au final, pas grand-chose qui ont à voir avec vous, à titre personnel. La propriété immobilière a enrichi une génération qui ne vit et ne comprend pas la crise des logements des foyers jeunes et modestes.
Mais la France des propriétaires est devenue une puissance politique majeure qui use de son pouvoir sans avoir l'air vraiment d'y toucher. Elle s'accommode de l'impunité sur les encadrements des loyers assez facilement détournés. Dans un des très rares cas où une locataire a accusé son bailleur de dépasser les plafonds d'un encadrement de loyer, la justice lui impose un simple remboursement, pour ce qui est factuellement une fraude. Pas d'amende, pas de contrôle renforcé, pas même une lettre d'exclus. Alors qu'en face, la criminalisation de la France des mal logés, elle, s'intensifie. Chaque mois, nous avons le droit à des images de maisons ravagées, de petits propriétaires impuissants. Toujours le même scénario, alors le Parisien prend pour argent comptant les déclarations de propriétaires d'une maison squattée. Pour Laurent, le rêve de la propriété est devenu un cauchemar. Il s'est endetté pour acheter cette maison avec sa compagne, mais depuis la vente il y a 3 semaines, des squatteurs l'empêchent d'entrer. Il en est réduit à constater les dégâts. Le ministre de l'Intérieur y répond en étant ferme contre les méchants squatteurs. On apprendra très vite que le couple de propriétaires ne sont pas de simples victimes et ont menti aux journalistes. Du côté des squatteurs, une famille avec 5 enfants, le père est un ouvrier tunisien qui déclare, lui, s'être fait arnaquer en pensant acheter la maison et a porté plainte. Quelques mois plus tard, la loi anti-squat Kasbarian-Berger, défendue par le ministre du Logement, ne fait pas dans le détail. Sous prétexte de viser les squats, un phénomène rare et déjà sanctionné, elle se retrouve à criminaliser le non-paiement de loyer en pleine crise du logement. Les fondations Abbé Pierre, du droit au logement, du Secours catholique ou de la Ligue des droits de l'homme alertent déjà du nombre de personnes qui vont être expulsées et envoyées à la rue. La défenseuse des droits, elle, considère que l'assouplissement des procédures d'expulsion en raison de loyers impayés ne sont ni nécessaires ni proportionnés. Cette action législative contraste avec une inaction politique criante. Les grandes annonces sur le logement sont sans cesse repoussées à plus tard, et les conclusions du CNR Logement, qui devait apporter des réponses à ces crises, a été annoncée le 9 mai, avant d'être annulée. On a compris que globalement, on voulait moins de politique du logement, une politique du logement qui coûte moins cher, mais il n'y a pas de choix clair qui a été fait sur quel chemin on prend. Est-ce qu'on prend le chemin aide à la pierre? Est-ce qu'on prend le chemin aide à la personne? Est-ce qu'on prend le chemin France de propriétaires ou au contraire va solvabiliser les locataires pour développer l'attractivité de ce statut-là? Le président de la République a dit qu'il faut pas investir dans le logement, c'est de la rente immobilière, c'est un bien qui est improductif, etc., etc. Donc voilà, en gros, on sait pas bien où on va. C'est pour ça que je parle un peu de 3e phase qui s'ouvre, mais avec beaucoup d'incertitude parce que l'information sur la volonté politique derrière, sur le chemin qu'on veut emprunter. Alors qu'Emmanuel Macron était arrivé au pouvoir avec des promesses libérales et contre les rentes immobilières, il est élu grâce à la France des propriétaires, des bien logés, des rentiers. Des Français convaincus qu'ils ne doivent leur patrimoine immobilier que grâce à leur travail acharné. Que ça n'a rien à voir avec un contexte qui favorisait ou subventionnait l'accession, ou même à une fiscalité avantageuse qui leur permet d'être peu taxés en étant bien conseillés. Et combien de jeunes Français bénéficient aujourd'hui d'un soutien pour louer ou acheter sans se rendre vraiment compte que leur mode de vie dépend au moins autant du patrimoine familial que de leur travail. Il va falloir le réaliser parce qu'une bombe sociale ne s'arrête pas toute seule. Son souffle touche déjà de nouveaux profils. Les jeunes foyers de classe moyenne se retrouvent incapables d'accéder à la propriété dans de bonnes conditions. Le prix des crédits immobiliers était très bas jusqu'en 2022. Et ça leur permettait de s'endetter sur 20 ans et de continuer leur parcours résidentiel. Mais en 2023, le coût des prêts a augmenté pour répondre à l'inflation. Les ménages de trentenaires qui quittaient la location pour acheter un logement ne peuvent plus autant le faire et restent dans des logements loués. Après avoir heurté les foyers modestes, les familles monoparentales, les étudiants, la crise du logement s'étend maintenant aux jeunes foyers de classe moyenne, sans savoir jusqu'où elle va aller. Si, comme l'indique Pierre Madec et d'autres, la construction est une partie de la solution, la France doit aller vite dans un contexte où la terre coûte cher et où les considérations environnementales doivent être prises en compte. Plutôt que d'imaginer des politiques ambitieuses comme dans les années d'après-guerre, capables d'éradiquer les bidonvilles, la France des propriétaires a pour seule ambition de criminaliser les mal logés. Malgré que la valeur immobilière vampirise les salaires et appauvrit une partie de la population. Malgré les alertes d'un ministre et des associations, malgré le poids du logement dans le budget des ménages, malgré le nombre de personnes mal logées, de sans-domicile et de gens qui en meurent, le gouvernement n'agit pas. Parce que cette crise ne risque pas d'être résolue dans les 3 prochains jours, on reviendra parler des solutions sur Twitch dans les jours qui viennent, donc on vous invite à nous y suivre. Et avant de finir, un grand merci aux 0,46% des abonnés qui nous soutiennent sur KissKissBankBank, c'était Stupid Economics. Sur ce,